Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Eh bien, j'espère que vous avez aimé notre petit espace des publicités euh, de tous les projets. Et bonjour Joseph. Donc vous êtes tous Joseph qui m'a écrit un message bonjour. Et donc nous allons donner la bienvenue à notre intervenant. Notre prochaine intervention, c'est Geoffrey Joannet. Geoffrey, bonjour. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Vraiment, nous sommes très contents de pouvoir partager avec toi cet espace. Geoffrey, il est consultant en stratégie d'expérience client et innovation de la relation client depuis bientôt 15 ans. Exactement, ça commence à faire quelques années. Eh bien, c'est beaucoup d'expérience. En espérant que nous pouvons vraiment profiter bien de cette expérience avec cet entretien. Je vous invite à tout le monde, pas que vous, Geoffrey, à vous mettre très confortable et à profiter de cet entretien. Alors, pour la petite histoire, juste avant de commencer les questions, Geoffrey, quand nous l'avons contacté de la part de Collab Event pour qu'il fasse partie de notre panneau d'intervenants de la journée, nous avons tout de suite remarqué que c'était quelqu'un de très passionné par ce qu'il fait, par son métier. Nous voulons vraiment remarquer ça parce que c'est tout à fait ce qu'on cherchait. Des gens passionnés par ce qu'ils font, qui puissent justement nous transmettre toutes ces connaissances et toute cette passion par ce métier, par son métier, qui est aussi le nôtre et qui nous plaît autant. Donc, après cette petite introduction, j'aimerais bien, Geoffrey, si tu es d'accord, si tu peux te présenter en quelques petites lignes au Non, très public. bien. Donc, vous avez fait le plus gros, hein, donc effectivement une quinzaine d'années dans la relation client. J'ai commencé avec Mythic à l'époque, donc qui était assez innovateur dans son domaine. S'en est suivi toute une série d'expériences en France, en Angleterre et aux États-Unis également, avec toujours le même objectif, donc qui était d'essayer de transformer la relation client traditionnelle et essayer de l'emmener vers quelque chose de beaucoup plus stratégique pour qu'elle devienne une expérience client. Et donc aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entreprises, à la fois en B2C et en B2B, pour aller dans ces objectifs donc de transformation de l'expérience client en passant par la relation client, justement. Super. Eh bien, c'est très intéressant. Et peux-tu nous raconter justement un peu plus avec qui tu travailles, dans quel pays tu travailles, d'où viennent tes clients? Alors avant d'avoir été consultant, j'ai fait beaucoup aussi de jobs en fait en tant que responsable de la relation client ou responsable expérience client. Donc avant de devenir consultant, j'avais quand même passé presque une dizaine d'années dans ce genre d'activité. Donc beaucoup de startups, parce que j'adore justement l'état d'esprit entrepreneur. Et c'est pour ça certainement que je suis devenu consultant ensuite. Mais toujours des startups, aussi des scale-up en France, donc comme je le disais, à l'international aussi, avec la construction d'équipes à l'international, la construction d'une nouvelle stratégie d'expérience client donc en France aussi. Donc vraiment tout secteur d'activité confondu. Ça pouvait être des applications mobiles, ça pouvait être des grands sites de e-commerce, ça pouvait être toutes sortes de business en fait. C'est ça qui est intéressant avec la relation client et l'expérience client, c'est qu'on peut vraiment toucher à tout et chaque secteur d'activité a ses propres spécificités et qui rend le métier tout aussi passionnant, quoi. Bien sûr. Alors, je remarque que vous avez utilisé un terme que je me demande si c'est très familier pour nous tous. Alors, une escalope. C'est quoi Une, une escalope? Très bonne question. Alors, c'est vrai qu'on parle tous de start-up, hein. Le mot aujourd'hui est connu par beaucoup de monde. Scale-up, en fait, c'est l'évolution de la start-up. C'est ce qui vient suite à une deuxième levée de fonds ou alors à partir du moment où la start-up, justement, commence à devenir rentable et va commencer à recruter de plus en plus de monde et à devenir une véritable PME. Et pourquoi pas s'internationaliser également. À partir de ce moment-là, on commence à parler d'une scale-up. Donc, c'est une start-up qui a fait ce qu'on appelle dans notre jargon un market fit avec une forte croissance. Et du coup, on commence à considérer que cette startup est plus la petite bande de copains qui avait fait un petit business dans le garage, mais qui aujourd'hui devient une véritable PME et qui va faire beaucoup de bruit autour d'elle dans les prochaines années. Donc là, on parle de scale-up. Super. Eh bien, je pense qu'on doit avoir pas mal de cas aujourd'hui de scale-up parce que il y a bien un boom
des startups. Tu nous expliquais donc que tu as travaillé avec plusieurs pays. Est-ce que tu peux juste nous citer exactement quel pays? Alors, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Alors, quand j'ai commencé à Mythic, c'était essentiellement sur la France, donc le service client français. Suite à ça, donc j'ai voulu vraiment toucher à l'idée d'internationaliser en fait la relation client. Donc, je suis parti en Angleterre, à la base pour travailler pour une start-up justement qui était américaine et qui souhaitait s'implémenter en Europe avec comme objectif la France et l'Angleterre. Donc là, du coup, j'ai construit la relation client française depuis Londres pour cette startup. J'ai commencé également après à m'attaquer à l'Angleterre. S'en est enchaîné toute une série d'autres pays et d'autres entreprises en parallèle que j'ai pu rejoindre, notamment Photobox. Et Photobox, c'était elle la plus impressionnante en fait en termes d'internationalisation. De mémoire, donc il y avait par exemple le UK, on avait les Pays-Bas, on avait la France, on avait l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Je gérais également quelques projets pour la relation client en Suède, Finlande et Danemark. Donc c'était vraiment très très complet et aussi très challengeant en fait, dans le sens où chaque pays avait ses propres façons de faire et même les agents en fait avaient vraiment leur propre c'est des cultures différentes, c'est un management différent, donc c'est vraiment très intéressant. Et en physique, du coup, dans le cadre de ces missions, j'étais amené à travailler en Angleterre, aux États-Unis, donc en Californie plus précisément, puisque c'est en fait un véritable hub de start-up là-bas dans les Silicon Valley. Et je suis rentré en France en 2017, donc avec cette fameuse passion que tu décrivais tout à l'heure pour l'expérience client, parce que j'avais appris beaucoup de choses, notamment dans les pays comme les États-Unis. Et mon ambition, ça a été de transmettre un peu tout ce savoir à différentes startups ou scale-up en France, qui justement commençaient à s'intéresser de plus en plus à l'expérience client et la relation client. Donc ça a été une belle opportunité de partager toutes ces connaissances. Super. Et bien, justement, en commentaire, nous avons Soïf qui dit sacré challenge. C'était pas Bien très sûr, facile. ça a été tout un challenge, on peut bien l'imaginer. Alors, justement, dans tous ces pays, quelles sont les attentes clients? Comment ça change par rapport au pays? Alors, très bonne question. Alors, dans tous les pays que j'ai eu à manager en relation client, mon préféré, ça a été l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clients anglais sont vraiment très amicaux, ils sont très agréables, très patients, une patience mais incroyable. Même moi, en tant que Français, je me demandais comment ils font pour être aussi calmes dans des situations parfois catastrophiques, quand des livraisons sont en retard ou un site est complètement planté, ne marche plus. Ils étaient toujours très calmes. Enfin, c'est pas pour rien qu'on rigole parfois avec les images anglaises qui disent keep calm and keep going on, des choses comme ça. C'est exactement ça. C'est un public très calme, mais par contre, leur spécificité, c'est qu'il ne faut pas chercher à être trop formel avec eux. Ils aiment justement cette relation très proche avec l'entreprise. Donc, le cordialement, là-bas, c'est complètement interdit dans la plupart des entreprises, sauf bien évidemment dans les administrations ou des choses très formelles. Mais dans la plupart du temps, donc, les relations clients sont très ouvertes, très amicales. Et ça se passe très bien puisque le client anglais est très généreux aussi en termes de notes positives sur les questionnaires de satisfaction. Il est très calme, mais par contre, il ne faut, enfin, comme on dit là-bas, et pardon pour le vocabulaire, no bullshit. C'est un terme qu'on entend souvent dans la relation client là-bas, c'est-à-dire on respecte le client parce que le jour où on commence à essayer de manigancer quelque chose contre lui, ça va l'énerver sur le coup très rapidement, alors qu'il fait preuve d'une extrême patience sur la plupart des autres sujets. Donc, c'est le petit point d'alerte pour les Anglais. Aux États-Unis, très intéressant aussi, puisque c'est un peu comme la culture anglaise, mais vraiment poussé à l'extrême sur tout ce qui est relationnel et expérience client. C'est-à-dire, on va vraiment pousser ce qu'on appelle être customer-centric à son paroxysme. On va vraiment aller toujours plus loin et parfois trop. Enfin, nous, quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, en tant qu'Européen, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce conseiller clientèle? Il va pas un peu loin, là, en essayant de se connecter avec moi? C'est complètement normal. Donc, il y a un petit temps d'adaptation quand vous travaillez avec des pays comme ça pour essayer de comprendre en fait que c'est la culture qui veut justement cette connexion. Et je pense par exemple à certains clients anglais justement qui travaillent ou qui utilisent des marques américaines et qui caricaturent un peu le service client qu'ils peuvent recevoir alors qu'ils parlent la même langue. C'est l'anglais. Mais les façons de faire sont complètement différentes et souvent, oui, on a beaucoup de caricatures, beaucoup d'exemples assez rigolos où les clients anglais se disent mais ils vont un peu trop loin ces Américains parfois dans le discours, dans l'approche assez amicale. Mais ça marche bien sur place. Donc ça, c'est intéressant.
Le plus difficile, j'ai trouvé que c'était l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce qu'en fait, ils sont très, très à cheval sur la réglementation. Il faut que tout soit parfait, tout soit parfaitement réglé, organisé. D'ailleurs, je me souviens, quand je parlais avec mes collègues allemands dans la relation client, ils me disaient, tu sais, Geoffrey, les clients allemands, c'est les seuls à lire les 58 pages de conditions générales d'Apple quand ils mettent leur iPhone à jour. Tu dis, ah oui, on part de loin là quand même. Et c'est vrai du coup qu'on voit comme ça des différences culturelles assez impressionnantes. Et la plus difficile, c'était effectivement l'Allemagne, dans le sens où les clients allaient vous poser des questions très techniques. Surtout avant de signer avec vous, ils allaient vraiment vous attaquer sur des sujets assez pénibles. La France, bon, la France, vous la connaissez très bien, je pense, mais du coup, après avoir essayé tous ces pays-là, c'était pas forcément le plus facile non plus, puisque en France, on aime bien râler quand même, hein, il faut l'avouer. On aime bien critiquer un peu, on a l'attaque facile. Oui. Donc, c'était pas toujours facile également à manager, mais par contre, quelque chose de très intéressant avec la France, c'est qu'elle est de plus en plus ouverte à l'expérience client, justement, et de plus en plus en train de l'imposer aux marques. Il y a quelque temps, la France n'avait pas encore accès à cette expérience client à l'anglaise ou à l'américaine. Aujourd'hui, ça commence à devenir le cas et c'est ça qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités en France justement pour exploiter ces sujets-là. Et le client français vraiment le demande de plus en plus. Et enfin, il y a les Italiens qui m'ont aussi marqué, dans le sens où les Italiens, on a l'impression qu'ils ne sont pas là sur la relation client, ils sont très discrets, ils contactent très peu les marques, ils font beaucoup, beaucoup de self-service en fait. Donc, nous en France, par exemple, les FAQ, on n'ose pas trop y aller, c'est un peu une île déserte, on va rentrer dessus, on ne sait pas trop comment on va sortir, on a peur d'être un peu perdu dans des milliers d'articles. L'italien va y aller beaucoup plus naturellement et j'ai cru comprendre en fait que c'était en raison de la relation client justement en Italie qui n'était pas forcément la meilleure. Les marques mettaient souvent des délais mais incroyables pour répondre aux clients et les clients finissaient par dire avec le temps je vais me débrouiller tout seul, ça ira plus vite. Et donc, du coup, ils vous contactent vraiment quand ils n'ont pas le choix et ils sont vraiment amateurs de tout ce qui est self-service et c'était vraiment intéressant. C'était quelque chose que je n'ai pas forcément retrouvé dans d'autres pays. Eh bien, c'est super intéressant. Nous avons maintenant un peu plus élargi bien nos connaissances par rapport aux services clients en Angleterre, Allemagne, France, États-Unis, Italie. Ça fait beaucoup. Mais justement, quand la prochaine question, j'aimerais bien on parlait de comment s'adapter justement à ces différents clients en fonction des cultures pays parce qu'ils doivent tous avoir des demandes différentes, des questions différentes. J'imagine bien, tu vas nous en parler, mais comment s'adapter à eux pour nous, justement, dans le métier? Absolument. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de jamais faire ça à l'intuition. Jamais. Il y a une phrase que je répète très souvent à mes clients ou aux différentes startups que j'accompagne. C'est si vous voulez être, on va dire, accès client dans votre internationalisation, soyez accès data. C'est-à-dire, il n'y a pas de culture customer-centric si on n'est pas data-centric à la base dans le business. Et ça, c'est vraiment la base de départ. Vraiment utiliser la data, utiliser les données pour essayer de comprendre un peu le marché, les attentes des différents clients, les motifs de contact. Et ça va vous permettre ensuite de poser les premières pierres de la relation client. La deuxième chose, ça va être de se faire accompagner par des agents natifs, donc vraiment des personnes qui maîtrisent parfaitement la culture, et ça va vous éviter de grandes erreurs sur notamment la rédaction des réponses types que vous allez pouvoir utiliser dans la relation client, ne serait-ce que sur les politiques commerciales également, qui peuvent se montrer différentes d'un pays à l'autre. Il ne suffit pas simplement de traduire des messages et de traduire vos process pour l'appliquer dans un nouveau pays. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans la culture locale. Et ça, le meilleur moyen d'y arriver, c'est quand même de se faire accompagner d'agents dont l'Allemagne ou l'Italie est le pays natif. Et ils vont vraiment pouvoir vous donner un sacré coup de main là-dessus. Après, c'est également le management qu'il faut prendre en compte. La relation client, donc c'est beaucoup de collaborateurs, donc c'est forcément de l'encadrement aussi. Et quelques erreurs que j'ai pu voir dans certaines entreprises, c'était d'avoir essayé de forcer, par exemple, un management à l'américaine ou à l'anglaise ou à la française sur des agents qui ne l'étaient pas. Et parfois, il y avait ce qu'on appelle beaucoup de turnover, donc beaucoup de départs, beaucoup de démissions, puisque l'équipe, par exemple, allemande n'arrivait pas à se sentir très à l'aise sur ce bureau anglais ou des choses comme ça. Donc vraiment essayer de comprendre également quelles sont les pratiques de management de chacun de ces pays pour être certain que vos conseillers clientèle soient vraiment à l'aise avec leur métier et puissent exploiter pleinement donc, toutes les opportunités que vous pouvez leur donner dans le business. Donc vraiment prendre en compte l'aspect management, et malheureusement c'est souvent ignoré, mais c'est très important puisque sans expérience, on va dire collaborateur, il ne peut pas vraiment y avoir d'expérience client efficace derrière.
Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de très important. Et le dernier point, là aussi on n'y pense pas souvent, mais il ne suffit pas aussi de simplement répliquer un produit ou mettre le produit tel qu'il est dans un pays, ça ne marchera pas forcément. Il faut aussi penser à toute l'attente culturelle qu'il peut y avoir aussi dans certains pays et qui va changer bien évidemment d'un pays à l'autre. Je pense par exemple aux politiques commerciales, ou encore pour reprendre l'exemple de nos amis allemands, ils ont des lois vraiment très très axées clients, ils sont ultra protégés et j'ai vu un nombre incalculable de marques qui essayaient d'implémenter un produit ou un service client à l'étranger et qui forçaient en fait leur politique commerciale, on va dire française ou anglaise, sur l'Allemagne, et ça ne marchait pas. Et les clients allemands devenaient complètement fous en disant mais c'est pas comme ça qu'on fait ici, c'est pas possible, je vais prendre mon avocat, et ça peut partir très loin. Donc bien prendre en compte les conditions, les lois locales dans la relation client, il y en a beaucoup, sur les conditions de retour, sur les conditions de remboursement, sur les conditions de gestes commerciaux. L'idée, c'est pas de vous tirer une balle dans le pied en essayant d'implémenter un produit et sa relation client dans un pays, alors que vous êtes à des années-lumière de ce qui se fait chez les concurrents dans ce même pays, peut-être même pour le même produit. Donc là, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte également. Et ça touche la relation client, bien évidemment. Donc bien réfléchir aux politiques commerciales, au management, la façon dont vous allez traduire aussi les textes. Hein. Une petite anecdote à ce sujet. Quand j'étais justement parti en Angleterre pour cette boîte américaine, ils ont fait traduire le site par une agence de je ne sais pas quel état et c'était du Google Trad, enfin c'était un massacre. Et c'était surtout traduit mot pour mot de l'américain. Et vous savez, les Américains, comme je disais tout à l'heure, étaient vraiment c'était vraiment très connecté, très amical avec les clients. Et en français, ça donnait mais quelque chose d'absolument atroce en disant hey, mon meilleur ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'aider à utiliser notre super amazing produit. Ça va être super. Et là, on disait mais parlez jamais comme ça à un client français. Nous, on est un peu plus traditionnel. On aime bien le cordialement, monsieur, madame. On est encore assez dans cette logique. Et c'était atroce parce que toutes les FAQ avaient été traduites comme ça, toutes les newsletters avaient été traduites comme ça, et ça n'avait aucun sens. Donc vraiment, faites-vous accompagner d'agents, de conseillers clientèle natifs qui vont pouvoir vous dire doucement, là, va peut-être falloir revisiter la copie. Donc oui, ça c'était à prendre en compte aussi. Surtout que je pense aussi que dans ces traductions, il y a aussi ce qu'on appelle la traduction littéraire où on ne prend pas compte des expressions où ça veut absolument rien dire dans une autre langue. Oui, oui, Et oui. c'est pas vraiment évident pour les personnes du coup qui sont en train de les traduire. Donc, très, très intéressant. Par rapport à ces points, du coup, j'ai pris note. Et pour mes collègues, j'ai partagé mes notes si vous voulez. Jamais à l'intuition, premier. Oui. Accompagnement des locaux, très important. Prendre en compte le management et regardez bien la loi de Et la pays. data, ne pas oublier la data aussi. Et la data. La donnée. Donc bien analyser la donnée, ça sera votre meilleur ami pour construire une stratégie qui fonctionne dans le pays visé. Bien sûr. Eh bien, rentrons un peu dans le domaine de la typologie des contacts. Est-ce que justement, dans tous ces pays-là, les clients ont à peu près les mêmes problématiques ou comment se comportent justement les clients avant et après la vente? Est-ce que ça change par rapport au pays aussi? Oui, absolument. Alors, c'est une très bonne question, puisqu'on peut se poser la question, nous, en tant que de responsable d'entreprise, en se disant, est-ce que les problématiques seront les mêmes? Est-ce que l'attente des clients sera la même? Alors, sur la relation client, oui, il y a des grandes différences. Hein. Par exemple, avec l'Allemagne, comme on disait tout à l'heure, on va avoir beaucoup de flux qu'on appelle précommande, en fait. Hein. Donc, c'est des demandes clients qui vont intervenir avant l'achat, avant qu'ils vous communiquent leur carte bleue ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Ils vont vraiment vouloir s'assurer que le produit leur convient, que vous êtes à jour sur la réglementation, bien évidemment, et ils vont devoir vous faire confiance. Ils ne feront pas de business avec vous s'il n'y a pas un minimum de confiance pour accompagner ça. Donc les clients allemands vont faire beaucoup de volume précommande. En parallèle, on a le UK qui, lui, va faire beaucoup de volume post-commande. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ils se débrouillent plutôt tout seuls, ils vous font confiance, ils partent sur le principe qu'ils ne sont pas là pour se faire arnaquer. Parfois, on peut même croire que c'est un peu naïf hein, sur certaines marques, mais en tout cas, c'est un peu la culture anglaise. On fait confiance, on essaye, mais par contre, il faut que le service client soit irréprochable derrière, puisque l'expérience client et donc la relation client fait partie du pricing, fait partie du package qu'on va vendre aux clients. Donc, ils vont avoir de fortes attentes. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ils vont être très patients, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont payé pour ce service. Et pour eux, la relation client est un service. Ils ont
vraiment des attentes très hautes là-dessus. Donc, il ne faudra pas déconner là-dessus, clairement. Et à côté de ça, donc, on a aussi le public français. Alors, le public français, lui, il est partout. Il est sur le précommande, il est sur le post-commande, il est sur pendant la commande. Il y a beaucoup de questions. Des fois, il envoie que quelques mots, le client français, juste pour voir si tout va bien. Il est assez craintif. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de commandes, de contacts précommande. Et l'autre difficulté en termes de typologie de contact avec le client français, c'est qu'il a tendance à se plaindre très facilement, très rapidement. Par exemple, les clients anglais vont peut-être attendre au moins 2-3 jours avant de se plaindre sur un paquet en retard, alors qu'un client français, si vous lui dit que le paquet arrive le 14 janvier et que le 14 janvier 15h il n'est pas là, vous avez un email. Ça c'est évident. Donc du coup, c'est ça à prendre en compte, c'est les taux de contact, donc c'est-à-dire le ratio du flux entrant à la relation client versus le nombre de commandes passées est complètement différent d'un pays à l'autre. Et au sein de ce taux de contact, le taux de contact précommande ou post-commande est complètement différent d'un pays à l'autre. Donc c'est ça qui est intéressant. Sur un même produit, on a une approche complètement différente sur les portes de la relation client et c'est intéressant. Et du coup, pour maîtriser un peu tout ça, il faut prendre en compte certaines choses. C'est si votre produit n'est pas adapté aux locaux, vous allez vous générer un flux de contact inutile, puisqu'il va y avoir des points de friction par rapport aux attentes des clients dans ces différents pays. J'ai vécu par exemple plusieurs expériences où dans des startups, des produits avaient été lancés en se disant si ça marche en France, ça marchera en Angleterre, si ça marche en Angleterre, ça marchera en Espagne, mais en fait pas du tout. Il va y avoir en termes de packaging par exemple des attentes différentes, en termes de délai de livraison des attentes différentes, de communication, d'onboarding sur le produit, des choses complètement différentes. Et si ça ne fit pas avec la culture locale, vous allez vous générer un point de friction et donc les contacts qui vont avec. Bien sûr, donc il faut faire très très gaffe, très attention par rapport à tous ces petits conseils lorsque nous allons échanger avec nos clients à l'étranger. Alors, avant de passer à la prochaine question, nous avons du coup fait un petit sondage et je viens juste de recevoir du coup les résultats. Pour la première question, est-ce que vous prenez en compte la culture du client lorsque vous échangez avec les clients? 76% ont dit oui et 24% a dit non. Et pour la deuxième question, votre organisation se concentre-t-elle actuellement sur des projets visant à garantir à vos clients une meilleure expérience digitale et humaine? 87% a dit oui, 13% a dit non. C'est très bien, ce score est très rassurant dans le sens où il faut savoir qu'une étude a été lancée par un géant de l'industrie donc qui s'appelle Zendesk, qui est présent dans une centaine de pays et ils nous ont révélé en 2020, donc c'est tout frais, que 64% des clients étaient prêts à quitter une marque si la relation client n'était pas bonne. Donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, une petite révolution en cours où la relation client est un véritable levier de croissance pour un business et il faut surtout pas la dénier. Donc quand on voit un score comme ça sur ce sondage, c'est très rassurant, c'est-à-dire qu'on va dans la bonne direction. Donc bravo à tous ceux qui ont dit oui à cette question. À tous les publics. Et oui. Il y a une autre question super intéressante qui vient d'atterrir dans le chat par rapport au NPS en fonction des pays. C'est ultra intéressant puisque effectivement, notamment quand j'étais chez Photobox et responsable des enquêtes NPS, on avait des objectifs par pays. C'est-à-dire, le client anglais, il nous donnait tellement de bonnes notes naturellement qu'on avait un objectif très très haut. En Allemagne, très très bas, parce qu'on se faisait souvent taper sur les doigts pour pas grand-chose. Et en France, c'était un peu entre les deux. Donc oui, le NPS doit s'adapter à différents... les objectifs de votre taux de NPS doivent être adaptés en fonction des pays. C'est une très bonne question et oui, il faut le prendre en compte, clairement. Alors, nous avons beaucoup de questions. Nous avons Zaineb aussi qui vous demande, qu'entendez-vous par la construction de la relation client auprès des startups? Est-ce que la mise en place des outils CRM ou bien justement de la mise en place des stratégies centrées sur les clients? Tout, vraiment les deux. C'est tout ce qui englobe l'écosystème de la relation client. Donc ça peut passer par les outils, évidemment, donc par le CRM. C'est aussi la façon de configurer le CRM. Il faut que ce soit stratégique, donc mettre les bonnes informations aux bons endroits pour les conseillers clientèle. Parfois, j'ai aussi accompagné des startups qui avaient 25 000 contacts par jour. Et là, ma mission, c'était justement de faire en sorte que tout soit irréprochable en termes de process pour pas perdre la moindre minute, puisque perdre 1 minute par contact alors qu'il y a 450 conseillers clientèle derrière, vous faites le calcul à la fin de la journée, ça commence à coûter cher. Donc l'idée, c'était
intervenir à la fois sur du process, à la fois sur de l'outil et également sur des stratégies et mettre en place également des politiques de création de nouvelles sources de données et de les exploiter pour aller chercher une expérience client donc améliorée. Donc c'est ça qui est passionnant aussi avec la relation client, c'est qu'on peut en faire absolument ce qu'on veut. Il y a 10 000 sujets possibles en fait pour l'optimiser et c'est pour ça qu'aujourd'hui une de mes ambitions en fait c'est de savoir où va être la relation client de demain et comment faire pour y arriver en premier, bien évidemment, en utilisant justement donc, toutes ces données, voir toutes les tendances et innover avec stratégie un maximum sur ce secteur. Super, eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Zaineb, pour ta question. Nous avons aussi Mourad qui a posé une question. Quel est l'impact de la culture nationale sur la relation client, latin versus anglo-saxon? En France, alors je dirais donc comme en France, il faut vraiment beaucoup de réassurance puisqu'on est très craintif sur les marques. On a eu un nombre de marques exponentielles donc ces dernières années sur le e-commerce. Donc beaucoup ont fait malheureusement très peu d'investissement dans leurs relations clients. On a tous de mauvaises expériences sur certains sites de e-commerce et les Français s'en souviennent et s'en souviendront longtemps puisqu'on on est encore une fois assez craintif. Et donc comme je disais, c'est ça la grande différence. Hein. C'est vraiment comment faire de la réassurance via la relation client alors que en Angleterre, par exemple, la confiance est déjà là, de base. Parfois, il faudrait pas, mais malheureusement, ils le font quand même. Et ça permet donc d'avoir un flux de contact qui est plus axé sur le suivi, le SAV, on va dire. Alors qu'en France, c'est un accompagnement. Je dirais, c'est vraiment un onboarding du client. Il faut le rassurer avant l'achat, pendant la transaction et après la transaction. Donc c'est ça vraiment la différence avec les clients francophones. C'est un besoin de réassurance et comme je disais tout à l'heure, avec de plus en plus d'attentes sur l'expérience client. Et c'est ça qui est intéressant. C'est complètement en train de changer. Au fil des dernières années, on a vu vraiment beaucoup de changements. Bien sûr. Nous allons parler donc de ces changements juste après. Merci Zaineb et Mourad pour ces questions. Nous avons aussi Céline qui pose une question. Est-ce que cette différence des stratégies de la relation expérience client d'un pays à l'autre est un axe important dans votre travail? Et aussi, est-ce que ça vous prend plus de temps d'adapter la relation client que d'élaborer la stratégie en elle-même? Alors, comprendre quelles sont les différences à mettre en place, c'est pas forcément ce qui prend le plus de temps, parce que la data va s'en charger pour vous. L'idée, c'est de bien définir quelles sont aujourd'hui vos sources de données. S'il en manque, en créer. Ça peut prendre un peu de temps, parce que ça peut demander du développement technique. Mais l'idée, le plus gros du travail, ça va être de comprendre un peu l'écosystème avec la donnée et de voir ensuite par quoi vous pouvez commencer. Répliquer dans les différents pays, ça peut être long. Dans l'optique où vous avez déjà malheureusement lancé quelques pays, mais sans forcément prendre en compte ces spécificités locales. Et du coup, toute la base que vous avez construite, va falloir la démonter alors qu'elle est déjà en production, donc il y a déjà du flux entrant dessus, il y a déjà des agents qui ont été formés, et malheureusement, bouleverser un peu cet écosystème alors qu'il est en pleine activité, c'est assez difficile. C'est pour ça que le conseil, ça serait d'essayer de viser cette base, de construire cette base avant de vous lancer dans le pays, donc accompagnez-vous des bonnes personnes. Comme je disais tout à l'heure, essayez de prendre des agents natifs qui vont pouvoir vous accompagner sur les attentes culturelles de la relation client, par rapport aux produits aussi, le temps de bien traduire toutes les FAQ et d'en mettre par exemple beaucoup plus en Italie qui est très consommatrice de FAQ versus les États-Unis où c'est de moins en moins le cas. Donc il faut vraiment le faire le plus tôt possible. Par exemple, chez Photobox, donc c'était une entreprise qui a une dizaine d'années, il y avait plus d'une dizaine de pays. Enfin, c'était vraiment une machine. Parfois, pour changer une petite carte dans cet écosystème, c'était des mois de travail. Puisque tout était rodé, il y avait des centres d'appel qui étaient externalisés un peu partout en Europe et partager donc tous ces changements à l'ensemble des collaborateurs, c'était très compliqué. Donc le mieux, c'est vraiment de construire une base saine, solide dès le début, en vous protégeant donc par la data et comme on disait tout à l'heure, ne jamais le faire à l'intuition parce que ça peut vous coûter très très cher au final. Bien sûr. Eh bien, merci Céline pour ta question. La prochaine question, c'est Sana qui la pose. La mise en place d'une stratégie ciblée autour du client est-elle plus difficile à mettre en place en France que dans d'autres pays? Je dirais que le plus difficile, c'est l'Allemagne, encore une fois. En France, c'est pas forcément le plus difficile. Je dirais que c'est le plus agréable, peut-être, dans le sens où comme on disait tout à l'heure, les clients français sont de plus en plus demandeurs d'expérience client. Ils ont vraiment beaucoup d'attentes dessus. Et vraiment, on peut vraiment s'éclater, clairement.
on peut imaginer des choses, on peut innover de plus en plus le client français se porte au jeu de l'expérience client et va vous faire des retours positifs dessus. Donc la France, non, c'est pas forcément le plus compliqué, mais c'est le plus, on va dire peut-être le plus urgent dans le sens où de plus en plus de marques commencent à investir dans cette relation client, dans cette expérience client et c'est le bon moment justement pour vous y mettre et si vous ne l'avez pas encore fait, attention, ça peut vous coûter cher bientôt puisque comme on le voit, de plus en plus de clients sont prêts à quitter des marques si la relation client n'est pas optimale. Donc, faire très, très attention. Siam, qui pose une question, quel serait votre meilleur conseil pour proposer une expérience client optimale? Oh, alors là, il pourrait y avoir beaucoup de réponses possibles. Encore une fois, je pense que avoir une culture d'entreprise axée sur la donnée, ça peut vraiment vous changer la vie lorsqu'il est question de mettre en place une stratégie d'expérience client. C'est analyser tous les contacts. Ça va être analyser tous les points de friction. Ça va être quelque chose que je recommande beaucoup, c'est le NPS. Le NPS, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises l'utilisent, mais malheureusement, ça devient une espèce d'archive de feedback client qui n'est jamais consulté. On se contente simplement de regarder la note et de la communiquer à un management meeting une fois tous les mois. C'est pas bon. C'est une source de data qui est exceptionnelle. Donc, quelque chose que j'aime bien recommander pour quelqu'un qui se lance dans une stratégie d'expérience client, c'est d'utiliser le NPS, comprendre qui sont les détracteurs, qui sont les passifs, qui sont les ambassadeurs, et le taux de passif, justement, combien? On parle de 30% de passifs, on parle de 10% de passifs, parce que ces passifs, c'est des gens qui vous ont donné une carte bleue, mais qui ne sont pas rassurés. Donc, c'est des gens qui, potentiellement, ne vont pas refaire un achat avec vous. Les détracteurs, encore pire. Et les promoteurs, eux, ils sont super ravis, ils sont heureux, ils vont vraiment parler de vous autour d'eux. Et la première stratégie, ça serait de comprendre avec la donnée qui sont donc ces différents clients, détracteurs, passifs, ambassadeurs. Et les passifs, peut-être lancer une stratégie d'appel sortant ou d'email sortant pour les contacter, les rassurer et leur dire peut-être qu'il y a eu une petite incompréhension sur notre produit, sur notre pricing, peut-être qu'on peut en parler ensemble, je peux vous rassurer. Et ces passifs, l'objectif, c'est de les transformer en ambassadeurs. Et plus vous avez d'ambassadeurs, plus vous allez avoir de données sur pourquoi ils sont ambassadeurs, et plus vous allez pouvoir travailler avec vos équipes techniques et produits pour essayer d'optimiser le produit et vos stratégies dans cette direction. Donc le conseil rapide, ça serait d'exploiter la data, et le meilleur moyen de le faire, et le plus facile, c'est par exemple de lancer une stratégie d'enquête NPS. Après, oui, ça peut être un sujet qui dure pendant des années. Il y a énormément de choses à faire, mais celle-ci, c'est, on va dire, une porte d'entrée assez facile et qui vous donnera des résultats conséquents. Si un petit dit merci pour votre réponse. On dit aussi, Patrick dit, on n'analyse pas les verbatim clients, on s'est content de consulter la note donnée. Attention Patrick, pourquoi? Parce que la note, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a une technologie qui est fantastique. On a de l'analyse sémantique automatique, on a de l'intelligence artificielle maintenant qui commence à se plugger sur les verbatim clients, et on apprend des choses, mais incroyables. Par exemple, dans l'entreprise où je suis actuellement, on a mis en place une technologie qui nous permet d'analyser les contenus des messages de nos passifs, puisque nous, nos passifs, vu que c'est un business par abonnement, donc c'est Jafi dans le monde du pet food, donc c'est un abonnement tous les mois et on n'a pas envie, donc bien évidemment, que les clients se désabonnent. Donc on analyse qui sont les passifs et pourquoi. Et donc on analyse bien évidemment la donnée, mais également le contenu du message avec une intelligence artificielle qui va nous dire, là, Geoffrey, aujourd'hui, dans les clients passifs, dans les 20% de clients passifs, 25% ont mentionné le mot « je comprends pas le prix », par exemple. Et là, on se dit, il y a peut-être un effort à faire sur le site internet pour essayer d'être un peu plus clair sur le prix ou des choses comme ça, pour les rassurer et leur dire que voilà, vous avez fait le bon choix en utilisant la marque, on a bien pris en compte votre feedback, juste pour clarifier un peu, voici comment fonctionne le pricing, et au revoir, à bientôt. Et là, ce client passif va être probablement un ambassadeur puisque vous avez fait l'effort d'aller le contacter. Et ça aussi, c'est de l'expérience client. Ça aussi, c'est de la relation client. C'est justement de ne pas ignorer toutes ces verbatim et d'y répondre. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'exploiter la donnée de tous ces passifs, de toutes ces notes NPS, mais aussi de répondre à ses clients, puisqu'il n'y a rien de plus frustrant aujourd'hui de dédier du temps à une enquête NPS, de passer du temps à écrire un message, positif ou négatif, et qu'il soit complètement ignoré. Parce que même si vous regardez la note, pour le client, lui, ce qui va rester dans son esprit, c'est j'ai fait l'effort d'écrire, personne ne m'a jamais répondu. Et peut-être que c'était un appel au secours. Peut-être que c'était quelqu'un qui a un sérieux problème pour convertir avec votre business. Donc là, l'idée, ça va être d'y répondre et d'exploiter cette data, notamment avec la technologie qui s'offre à nous aujourd'hui et qui est vraiment très intéressante et passionnante, clairement. Eh bien, Patrick est tout à fait d'accord. Non, nous sommes tous d'accord.
Eh bien, c'est parfait de parler justement de ce point-là parce que ça nous ramène vers la prochaine question et on est bientôt à la fin. À quoi, selon toi, Geoffrey, pourrait ressembler le futur de la relation client? Parlons un peu de l'automatisation très populaire et de l'humanisation de l'innovation, de l'expérience client. Clairement. Alors, très bon point. Je pense que le futur va de plus en plus passer par l'automatisation. Pourquoi? Alors, c'est pas simplement pour une simple question de réduction des coûts, c'est aussi et surtout parce que la technologie aujourd'hui a beaucoup évolué. On a vraiment accès à des choses incroyablement développées en termes d'intelligence artificielle sur les assistants virtuels notamment. Aujourd'hui, on peut l'utiliser de façon sereine, on ne doit plus en avoir peur de cette technologie. Les agents non plus d'ailleurs, hein, puisque dans certaines entreprises où j'ai installé de l'automatisation, il y avait beaucoup de feedback, de friction avec les employés parce qu'ils se disent mais quel est mon avenir si demain la relation client est automatisée? Et je leur répondais, mais justement, ton avenir est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a une révolution qui est en train de se faire. On peut contribuer à ces projets-là, on peut devenir le formateur d'un assistant virtuel, on peut vraiment être chef de projet de l'automatisation, du self-service. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc je pense que oui, l'automatisation, on va en entendre parler encore pendant très longtemps. Mais surtout, le conseil que je peux vous donner dans l'automatisation, c'est de rester humain, de rester humanisé. Un conseil que je donne aussi très souvent, c'est que la technologie et l'automatisation ne doivent surtout pas venir remplacer les agents, mais les assister. C'est vraiment différent. C'est quelque chose qui n'est pas encore très, très bien assimilé par beaucoup de marques aujourd'hui. Mais le fait de venir assister vos clients, ça va vraiment faire vos agents, ça va vraiment faire une différence dans l'expérience client. Et ça va rassurer également tous vos collaborateurs. Donc, y a énormément de potentiel dessus. Et cette technologie doit être utilisée pour les assister. Et je pense aussi que la relation client, via l'automatisation, deviendra de plus en plus proactive. Il y a quelques années, j'ai gagné une compétition justement là-dessus, où l'idée était d'automatiser proactivement des flux sortants vers des clients qui étaient en difficulté. Donc par exemple, un client qui me dit j'ai pas reçu mon paquet, je vais pas me contenter de lui envoyer son numéro de suivi et on se reparle plus jamais. L'idée, ça va être de se dire ce client-là m'a contacté il y a 3 jours pour son paquet en retard, je vais prendre des nouvelles naturellement, proactivement, avec l'intelligence artificielle. On avait configuré une dizaine de sujets comme ça, et le client était relancé humainement au nom de l'agent qu'il avait contacté la première fois pour prendre des nouvelles et s'assurer que tout se passe bien. Et ça, c'est comme si vous aviez un post-it sur votre ordinateur qui dit pensez à rappeler Geoffrey dans 3 jours parce que son paquet n'était pas arrivé. Donc je pense que demain, on va de plus en plus s'orienter vers l'automatisation, l'humanisation et la proactivité surtout de la relation client. Super. Oui, nous avons juste une dernière question qui arrive. On m'a dit en interne. Dominique, quelles sont les limites du NPS? Est-ce qu'il existe un outil complémentaire tout aussi efficace? Les limites du NPS, je dirais qu'il a été créé il y a quelques années, il y a très longtemps d'ailleurs, et on considère par exemple qu'un client qui nous met 7 ou 8 sur 10 est un passif. Il y a beaucoup de débats, beaucoup d'encre qui coule sur ce sujet, donc ça peut être ça limite un peu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment parler d'un client passif quand on donne 8 sur 10? Surtout en France, hein, 8 sur 10 c'est un 20 sur 20. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Les alternatives, je dirais que ça peut être les enquêtes CSAT. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans les questionnaires de satisfaction client post-contact, ou tout simplement les données. Aujourd'hui, si vous mettez en place des assistants virtuels, ils vont vous donner un maximum d'informations, de data que vous allez pouvoir exploiter aussi. Donc, alors que le client ne vous a même pas contacté vous directement, le robot peut se charger de faire tout ça pour vous. Donc ça, oui, il faut exploiter toute la nouvelle technologie qui va arriver. Et je pense que demain, on ne sera pas au bout de nos surprises. Beaucoup de choses vont arriver. Nous avons encore une autre question, si tu es d'accord, Geoffrey, pour l'aborder. Bonjour, vis-à-vis de votre vision du futur, ne risque-t-on pas une rupture dans la stratégie de la relation client des entreprises entre des clients attendant une relation client automatisée, simple et rapide, et au contraire, une régression des envies tendant vers un retour au physique? Parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord, c'est un très bon point et c'est pour ça que quelque chose que je m'efforce à faire, c'est de toujours rester humain, humanisé dans les assistants virtuels que je peux être amené à développer ou dans les stratégies d'expérience client ou d'automatisation que je suis en train de créer. Toujours garder le côté humain et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne pas remplacer les agents, ne pas remplacer nos conseillers clientèle, mais vraiment les assister. Aujourd'hui, il y a une marque où j'ai développé un assistant virtuel pour eux. L'assistant virtuel joue un peu le rôle du secrétaire et ensuite le dossier
modifié et retransmis à des collaborateurs complets avec de la donnée très intéressante pour ensuite offrir une meilleure expérience client du fait de cette donnée. Donc oui, clairement, il faut pas faire comme certaines marques qui malheureusement impose de l'automatisation, impose tout ça de façon un peu trop brutale et on perd complètement l'aspect relation client, on perd complètement le côté interactif de l'échange. Et la relation client, c'est une relation, donc ça doit être interactif. Si on perd ça, on perd son expérience client et on va perdre ses clients, clairement. Et donc, bien sûr, juste du coup, pour les mots de la fin, comme je disais tout au début, tu as 15 ans d'expérience aujourd'hui dans les domaines. Est-ce qu'il y a une relation entre les nouveaux clients et les anciens? Est-ce que les habitudes chez les clients, ils sont beaucoup changées et qui s'adapte plus, l'entreprise ou les clients? Très bonne question. Alors oui, ça a beaucoup changé. Par exemple, il y a quelques temps, enfin il y a quelques années maintenant, on disait que le client est roi, mais c'était une citation, quelque chose voilà, une petite anecdote. Mais aujourd'hui, c'est devenu le cas. C'est un fait, ce n'est plus une citation. On doit vraiment offrir un service client qualitatif, une expérience client extrêmement poussée, puisque aujourd'hui, on a accès aux réseaux sociaux tout simplement. Et avant, on ne pouvait pas faire part de sa frustration avec une marque. On ne pouvait pas attaquer une marque publiquement. C'était impossible. Et c'est pour ça que de nombreuses marques se contentaient d'avoir une relation client très basique, très simple et parfois un peu brutale et sans aucune politique commerciale qui va vers le client. C'est assez violent. Là, l'idée, c'est de se dire qu'on ne peut plus faire ça. On ne peut plus se le permettre. Et ceux qui le font, risque de se faire massacrer publiquement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a Twitter, on a Facebook, on a Trustpilot, on a Instagram, on peut se faire taguer sur des communications qui sont virales ensuite. Donc, c'est de très gros risques. Alors, certaines marques semblent l'assumer. Hein. On va regarder par exemple certaines compagnies aériennes et qu'on regarde leur page Trustpilot, on prend peur. Mais ils semblent l'assumer. Mais une jeune entreprise ou une PME qui souhaite se développer et continuer sa croissance, elle a tout intérêt à prendre en compte cette évolution de la relation client et donc cette évolution des attentes des clients qui doivent vraiment avoir un service privilégié, des portes d'entrée également privilégiées vers les conseillers clientèle et avec une expérience client qui suit derrière. Hein. Sinon, vous tirez une balle dans le pied et ça peut être un frein à la croissance. Et si vos concurrents ont fait l'effort d'investir dans la relation client et que vous, non, tôt ou tard, ça va commencer par coincer. Donc oui, ce qui a changé en 15 ans, je pense que c'est l'arrivée des réseaux sociaux, le fait que le client est clairement devenu le roi, et les entreprises, pour répondre à votre question, pardon, doivent vraiment s'adapter à ça. Avant, on disait, c'est pas grave, il va nous envoyer un recommandé, on va l'archiver quelque part et c'est fini. Non, non. Aujourd'hui, ça a bien changé. Et l'idée, c'est vraiment de être proactif. Et c'est pour ça que je pense que la relation client de demain sera proactive pour être encore plus en avance sur la potentielle plainte d'un client public sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Eh bien, c'est super comme conclusion. Merci beaucoup. Et nous avons Adeline aussi, d'autant plus qu'en ce moment, plus que jamais, la relation humaine est importante, précieuse et très souhaitée. C'est peut-être le moment d'investir dans le conseil avec de la visio. On peut imaginer des conseils clientèle qui parlent en visio demain. Aujourd'hui, il y a la technologie pas trop chère pour le faire. Ça peut être quelque chose à mettre en place dans nos équipes. Bien sûr. Alors, les gens ont l'air très contents de cet entretien, et ce qui nous plaît vraiment. Merci Geoffrey, encore une fois, de la part de toute l'équipe Collabivent et du public, parce qu'ils sont tous bien appréciés ton intervention. Mais nous allons continuer. Donc, merci encore et merci à vous tous d'avoir participé. Et je laisse la main donc à ma collègue Margot Combray avec son entretien à Eve Colombel. Merci.